L'absence de protection extérieure, notamment en cas d'éjection, expose les motards à de graves blessures, et notamment en milieu urbain. Ces collisions entraînent une typologie de blessures parfaitement identifiée. Tout d'abord, des blessures à caractère orthopédique, notamment les os, les muscles, les tendons, mais aussi des blessures parfois à caractère neurologique, il s'agit de la moelle épinière ou du cerveau. Et puis, enfin, des blessures plus invisibles, à bas bruit, qu'on appelle des blessures psychologiques, et qui s'intègrent dans le cadre du retentissement post-traumatique. À l'instar de toutes les victimes, le parcours indemnitaire est long et parfois complexe face à des assureurs rétifs. Il est donc nécessaire d'être parfaitement conseillé afin d'être parfaitement indemnisé. Toute collision entre deux véhicules terrestres à moteur, qu'il s'agisse évidemment de bus, de cars, de camions, de voitures, de motos et même parfois de gyropodes ou de trottinettes selon les nouvelles réglementations, induit inévitablement l'application de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Cette loi détermine bien évidemment les principes de détermination des responsabilités et ainsi d'indemnisation, mais tout autant de minoration ou d'exclusion du droit à indemnisation. La réponse est oui, tout motard est couvert, et notamment son passager, en cas d'accident entre deux véhicules terrestres à moteur. Toutefois, et à l'instar de toute disposition législative, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit des exceptions. Ainsi, dans l'hypothèse où l'attitude, c'est-à-dire la conduite du motard, a, d'une manière déterminante, été la cause de l'accident, il est alors fait application de l'article 4 de cette fameuse loi qui peut, au terme d'une étude sur la responsabilité civile, qu'elle soit judiciaire ou amiable, induire soit un partage de responsabilité par minoration du droit à indemnisation, soit purement et simplement l'exclusion du droit à indemnisation. En termes clairs, l'assuré ne perçoit aucune indemnisation. Ainsi, de manière traditionnelle, les assureurs retiennent à l'encontre des motards un certain nombre de fautes susceptibles de minorer ou d'interdire leur droit à indemnisation, notamment la conduite sous l'empire d'alcool de stupéfiants, vitesse inadaptée, dangereuse, conduite malgré la suspension ou l'interdiction d'un permis de conduire, mais sans surtout la remontée interfile ou la conduite sur des zébras. Dans tous les cas, et selon une jurisprudence bien établie, l'indemnisation ou l'exclusion de ce droit à indemnisation s'effectue sur le seul comportement du motard impliqué, en faisant abstraction de celui des autres personnes impliquées dans l'accident. Si aucune faute du motard n'est relevée, il est bien évidemment fait application d'un droit à indemnisation égal à 100%. Attention, danger. L'assurance traditionnelle souscrite par les motards ne suffit pas à les garantir dans l'hypothèse d'un accident, sans application d'un autre véhicule terrestre à moteur. Seule une garantie dite personnelle du conducteur, ou qui peut porter d'ailleurs toute autre appellation selon les assureurs, permet de couvrir ce risque. Elle vient en complément de l'assurance traditionnellement souscrite par les motards. Bien que ne relevant d'aucune obligation légale, mais du seul choix du motard conducteur, il est important de la souscrire en veillant notamment à deux points très précis. Tout d'abord, un seuil maximum de 10% au titre des blessures infligées en conséquence de l'accident et qui sera d'ailleurs fixé par expertise ou examen contradictoire amiable entre médecins conseils. Deuxièmement, un plafond indemnitaire minimum de 1 million d'euros. Il est enfin important d'opter pour un contrat garanti du conducteur intégrant le plus grand nombre de postes de préjudice au bénéfice du motard, de son vivant, mais aussi de ses ayants droit en cas de décès survenu à l'occasion de l'accident. Cette situation tend hélas à se multiplier, mais n'est pas sans solution. En cas de délit de fuite ou de non-souscription d'une assurance par l'auteur de l'accident, et dans l'hypothèse d'une blessure inférieure à 5%, il est possible pour la victime de saisir le fonds de garantie des assurances obligatoires dans le délai de 3 ans à compter de l'accident afin d'obtenir une indemnisation. Ainsi, dans l'hypothèse d'un délit de fuite sans identification de l'auteur ou d'un défaut d'assurance par l'auteur de l'accident, la victime directe peut saisir le fonds de garantie des assurances obligatoires, dit FGAO, dans les 3 ans de l'accident afin d'obtenir une indemnisation de ses postes de préjudice. Ces accidents entrent dans la catégorie des préjudices corporels graves pour la double raison qu'ils induisent soit de graves blessures
dites orthopédiques, soit des blessures à caractère neurologique. Ces blessures neurologiques s'entendent tout aussi bien du simple trauma crânien léger à la grave cérébro-lésion qui elle-même induit soit des troubles locomoteurs, soit des troubles comportementaux. Les conséquences physiologiques et psychologiques sont parfois très lourdes. Notamment, il s'agit du polytraumatisme des membres supérieurs, inférieurs, des déficits cognitifs, mnésiques, induisant une rééducation aussi lourde que pénible. Il va de soi, dans de telles situations, que tous les aspects de la vie antérieure s'en trouvent profondément modifiés. Familial, professionnel, intime, sexuel, induisant parfois de lourdes reconversions, notamment professionnelles. Une reconfiguration très spécifiques, s'agissant notamment du logement ou de la voiture, induisent de profondes modifications dans l'adaptation ergothérapeutique de la victime. À l'instar de toute autre blessure, mais plus spécifiquement dans ces configurations, l'intervention d'un médecin conseil de recours, mais aussi d'ergothérapeutes, dans le cadre d'examens contradictoires amiables ou d'expertise judiciaire, sont nécessaires afin de déterminer au mieux les besoins en autonomie de la victime. La réponse est oui. Les proches, qu'on qualifie également de victimes indirectes, sont nécessairement indemnisés de toutes les conséquences qu'elles subissent du fait de l'accident de leurs proches, dites victimes principales ou victimes directes. Ces conséquences sont d'abord patrimoniales. Frais d'obsèques en cas de décès, mais également dépenses de santé en cas de survivance de la victime directe, frais divers, de déplacement ou paramédicaux. Elles le sont tout autant au titre de leur préjudice d'affection, en cas de survie de la victime directe ou en cas de décès. C'est le prix de la douleur. Dans certaines hypothèses particulièrement pénibles, lorsque les proches accompagnent en milieu hospitalier la victime directe jusqu'à son décès, elles peuvent, dans ces configurations-là, invoquer le préjudice d'accompagnement de fin de vie. Dans l'hypothèse extrême du décès de la victime directe, il convient également d'indemniser les proches, dites victimes indirectes, que ce soit le conjoint, le concubin, pacsé ou non, de toutes les conséquences économiques tirées de ce décès. Il s'agit notamment de calculer les préjudices économiques par la reconstitution de la perte des revenus jusqu'à la retraite. S'agissant des enfants, le préjudice économique est constitué d'un versement sous forme de rente ou de capital jusqu'à l'autonomie de ces derniers ou leur entrée dans la vie active.